Bonjour, je suis super heureuse de faire cette vidéo. Même si elle a demandé beaucoup de travail, c'était un travail régénérant qui valait le coup. J'ai passé en revue l'actualité des droits des femmes et en particulier les progrès en matière de droits des femmes de la dernière décennie. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait de la diversité à la fois thématique et géographique pour montrer que nos combats ne sont pas vains. Même s'ils sont souvent longs et difficiles, il y a des avancées en matière de droits des femmes tout autour du monde et c'est pour ça qu'il faut continuer de nous battre. C'était intense, difficile de choisir même si j'ai probablement pas tout vu, mais j'ai réussi à sélectionner une bonne nouvelle par an. 2010, c'est l'année où le Chili a inscrit dans sa loi le féminicide. Plus précisément, le féminicide intime puisqu'il s'agit, tel qu'il est défini, d'un meurtre commis par le conjoint ou concubin de la victime, conjoint actuel ou passé. Les peines encourues vont dès lors de 15 ans à la perpétuité et elles augmentent notamment dans le cas où la victime était l'ex-conjointe ou concubine du meurtrier. Lors du vote de cette loi en 2010, le Chili marchait dans les pas du Mexique ou encore du Guatemala. Mais depuis, de nombreux autres pays ont légiféré sur la question, notamment en Amérique latine. C'est le cas par exemple du Pérou, de l'Uruguay, du Nicaragua, du Salvador. Quant au Chili, une nouvelle loi est en cours de discussion, notamment pour élargir la notion de féminicide aux couples qui n'étaient pas mariés ou ne vivaient pas ensemble. Aujourd'hui, le débat existe aussi en France, où de nombreux mouvements féministes réclament la mise en place de la notion de féminicide dans le code pénal. La première Slutwalk a eu lieu en 2011 au Canada. Cette marche réunit des personnes qui manifestent contre le viol et les violences sexuelles, mais aussi contre plus largement la culture du viol, le victim blaming, c'est-à-dire le fait de culpabiliser la survivante de ce viol, ou encore le slut shaming, le fait de lui attribuer la responsabilité de cette agression sexuelle de par exemple, sa tenue ou son comportement. Alors bien sûr, on est loin d'être venu à bout de ces fléaux, mais par la suite, ces marches ont été répliquées dans plein de pays et pour moi, elles ont amorcé un mouvement de conscientisation autour de la culture du viol qui valait le coup d'être souligné. En 2012, l'Uruguay légalise l'IVG. La procédure devient légale jusqu'à la 12e semaine de grossesse à condition qu'elle soit effectuée sous la supervision de l'État. C'est un grand pas en Amérique du Sud puisque jusque-là, seule la Guyane française depuis 1974 et le Guyana depuis 1995 avaient autorisé l'avortement. Quelques progrès ont aussi été faits sur le continent depuis, notamment au Chili où en 2017 on est passé d'une interdiction totale à une autorisation en cas de malformation du fœtus ou bien de viol ou encore de danger pour la santé de la mère. Mais ça reste minime. Cependant, hors Amérique du Sud, on peut noter que de nombreux pays ont fait évoluer leurs lois sur l'IVG au cours de la décennie qui vient de s'écouler. Parmi eux, l'Espagne, le Luxembourg, Monaco, le Népal ou encore certains États australiens. 2013, je ne sais pas si tu te souviens du climat tendu qui a régné en France cette année-là où l'homophobie la plus crasse a été vomiée dans les rues et sur les plateaux télé. Mais à la fin, c'est l'amour qui gagne. Depuis, les couples de même sexe ne sont plus discriminés au mariage et le droit à l'adoption leur a été ouvert. En cette même année 2013, le Brésil, la Nouvelle-Zélande ou encore l'Uruguay ont également rendu légal le mariage pour toutes et pour tous. Et au cours de la décennie, on compte pas moins de 20 pays qui ont légiféré de la même manière, à commencer par le Portugal en 2010 pour finir avec Taïwan en 2019. En 2014, pour la première fois, une femme, Maria Mizrahi, reçoit la médaille Fields, c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Elle avait déclaré qu'elle serait heureuse si cela encourageait des jeunes femmes scientifiques et mathématiciennes et elle avait également fait la prédiction que de nombreuses autres femmes recevraient ce type de récompense dans les années à venir. Une prédiction qui commence tout juste à se réaliser avec la remise en mars dernier du prix Abel à une américaine, Karen Hurlenbeck. Myriam Mizrahi était spécialiste de la géométrie des formes inhabituelles. Selon les mots de Science et Avenir, elle avait découvert de nouvelles façons de calculer les volumes d'objets aux surfaces hyperboliques, comme par exemple une selle de cheval. Iranienne, née en 1977, elle avait raconté en interview s'être d'abord destinée à devenir écrivaine avant de se prendre de passion pour les chiffres à l'adolescence. Elle avait fait ses études en Iran jusqu'au master avant de partir faire sa thèse à Harvard. Elle avait ensuite poursuivi sa carrière dans de grandes universités comme Princeton ou Stanford où elle fut professeure. Malheureusement, elle est décédée à l'âge de 40 ans en 2017 des suites d'un cancer. Cependant, elle reste une figure, un modèle pour les jeunes femmes dans le monde des mathématiques qui sont peu nombreuses. Je glisse qu'un documentaire à son sujet s'apprête à sortir, ça s'appelle Secrets of the Surface, mais je pense que cette femme mérite aussi un biopic grandiose. Si des pros du cinéma passent par là et veulent me piquer
critiquez l'idée, libre à vous. En 2015, le Conseil des droits humains, un organe de l'ONU, a adopté la première résolution qui reconnaît que le mariage des enfants est une violation des droits humains. Au moins 4 pays ont adopté des lois pour lutter contre de telles pratiques cette année-là, le Malawi, le Tchad, l'Irlande et le Guatemala. À force d'initiatives lancées pour lutter contre ce fléau, l'UNICEF a estimé qu'entre 2008 et 2018, la proportion de femmes mariées avant l'âge adulte a diminué de 15%. On serait passé de 1 sur 4 à 1 sur 5. Sur la même période, ça équivaut à peu près 25 millions de mariages d'enfants évités. Cette diminution a surtout eu lieu grâce aux progrès effectués en Asie, où on est passé d'une proportion de mineurs mariés de 49% à 30% environ. Il semblerait que les progrès soient notamment dus à des taux de scolarisation plus élevés et à des campagnes de communication contre cette pratique. En 2016, au Guatemala a lieu un procès historique, celui de 2 hommes, Francisco Reyes Girón et Heriberto Valdés Asir. Ils étaient notamment accusés d'avoir réduit en esclavage sexuel et domestique 15 femmes sur la base militaire de Sepur Zarco. C'est la première fois que des personnes étaient condamnées après avoir été reconnues coupables de violences sexuelles commises dans le cadre du conflit qui a ébranlé le Guatemala de 1960 à 1996. Selon le Global Fund for Women, c'est un véritable pas, un pas significatif vers la fin de l'impunité des violences sexuelles utilisées comme arme de guerre. D'ailleurs, la juge Yasmine Barrios l'a elle-même reconnu en ces termes. Le viol est un instrument ou une arme de guerre. Tuer ou violer sont des manières d'attaquer le pays. La femme était vue comme un objectif militaire. Depuis, l'utilisation des violences sexuelles comme arme de guerre a été plus largement débattue, notamment grâce à la remise du prix Nobel de la paix en 2018 à Denis Mukwege et Nadia Mourad. Dans certains pays, des lois permettent aux violeurs d'échapper aux poursuites à condition qu'ils se marient à leurs victimes. Des lois qui, outre le fait qu'elles permettent aux criminels d'échapper aux poursuites, sont souvent basées sur le fait que la virginité d'une femme doit être préservée jusqu'au mariage et donc appliquée pour préserver l'honneur familial des victimes, tout en leur imposant du coup une double peine. Mais à l'été 2017, 3 pays ont abrogé ces lois. La Tunisie, à la faveur d'une loi plus large sur l'élimination de la violence faite aux femmes, le Liban et la Jordanie. Dans ce dernier pays, on estime qu'entre 2010 et 2013, 159 hommes ont échappé à des poursuites en utilisant ce type de législation. Les activistes ont saisi l'occasion d'une réforme du code pénal pour bâtir des arguments forts, souvent basés sur des histoires vraies de mariages qui se terminaient inévitablement en violence ou en divorce. Au Liban, une campagne assez spectaculaire a été menée, basée notamment sur l'exposition de robes de mariée souillées. ONU Femmes rapporte aussi que l'ONG Abad s'est basée sur le fait que seul 1% de la population avait conscience de l'existence de ces dispositions légales, ce qui invalide tout à fait l'idée qu'elles sont basées sur un fait culturel immuable. En 2018, l'Islande a adopté une loi sur l'égalité des salaires qui fut une grande première mondiale. Elle a obligé les entreprises de plus de 25 salariés à obtenir un certificat prouvant qu'elles respectent certains standards d'égalité salariale sur lesquels les syndicats, les employeurs et le gouvernement s'étaient mis d'accord. À défaut de quoi, les entreprises devront payer des amendes. Et c'est là qu'est le progrès. On ne se contente plus seulement de dire dans les textes que l'inégalité salariale est illégale, mais on applique des sanctions coercitives. Outre les discriminations de genre, ces dispositions visent aussi à éliminer les discriminations liées à l'origine ethnique, l'orientation sexuelle ou encore la nationalité par exemple. Bien sûr, ça ne permet pas de résoudre l'intégralité du problème, puisqu'on ne s'attaque ici qu'aux inégalités en cas de poste et de compétences égales, alors qu'une part significative des inégalités est due à la répartition en termes de type de contrat ou de domaine, c'est-à-dire que les femmes sont notamment abonnées aux contrats précaires et aux domaines non lucratifs comme le social. Mais il n'empêche que c'est un pas significatif, d'autant plus que cette réforme a déjà commencé à s'exporter. En France par exemple, où depuis 2018, nous avons aussi une loi qui oblige les entreprises à publier des indicateurs d'égalité salariale. S'ils ne sont pas satisfaisants, elles devront payer des amendes dans les 3 ans au cas où elles ne se mettent pas en conformité. Tu te demandes peut-être pourquoi je n'ai pas parlé de MeToo pour l'année 2017. Déjà parce que cette histoire d'abrogation de lois liées au mariage des violeurs méritait d'être mentionnée, mais aussi parce que je le réservais pour 2019. Il faut dire que MeToo en 2017 a secoué la planète et notamment une partie du monde occidental. Mais si le mouvement a réveillé les consciences et mis les violences sexuelles à la une, ce n'est pas tout. Cette prise de conscience s'est matérialisée jusque dans les instances les plus hautes, là où on peut effectivement changer les choses. En 2019, l'Organisation internationale du travail, une agence de l'ONU qui régit les standards internationaux en termes de droit du travail, a fait adopter le premier traité légalement contraignant
contre la violence et le harcèlement au travail. Guy Ryder, le directeur de cette organisation, a lui-même expliqué que même si la démarche était déjà en cours, MeToo avait accéléré le mouvement. Les pays qui ratifieront le texte seront tenus de mettre en place des politiques de sensibilisation et d'interdire le harcèlement et les violences dans le monde du travail. C'est ainsi que s'achève cet épisode spécial des bonnes nouvelles du féminisme. Il y a évidemment plein d'autres choses qui se sont passées au cours de la décennie et je vous encourage à me dire quels sont les progrès que vous avez retenus depuis 2010. Je suis vraiment curieuse. Au passage, vous pouvez aussi partager cette vidéo, mettre un pouce bleu. En tout cas, merci d'être là. Je vous dis à très bientôt.